Donc, bonjour à tous à nouveau. Je m'appelle Marie-France Sarrazin. J'ai un parcours professionnel en deux grandes parties, puisque j'ai passé d'abord 20 années de ma vie professionnelle dans des grands groupes. En l'occurrence, c'était chez Alstom, puis chez Suez. Et je travaillais donc sur des missions à l'époque finance et contrôle de gestion et audit. Voilà, donc après ce parcours long dans des grands groupes, et à l'international, j'étais plutôt sur les marchés européens. Ensuite, je suis devenue coach professionnel et aujourd'hui, donc mon métier, c'est le coaching. Je suis associée du cabinet Movelia, nous sommes deux. Et notre cœur de métier, c'est l'accompagnement professionnel, donc individuel et d'équipe en entreprise et également accompagnement de jeunes diplômés et diplômés de grandes écoles. D'où le partenariat que j'ai effectivement avec l'association des Centraliens. Voilà, donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Alors, le thème de ce deuxième atelier de la matinée sur le choix du premier emploi, avant de commencer, puisque là, je dirais c'est vraiment une thématique qui intervient un petit peu plus loin dans le cursus. Donc j'ai envie de vous demander à quel stade vous êtes du cursus. Il y a des personnes qui étaient déjà là tout à l'heure, donc je vais vous redemander de lever la main, sur qui est en première année, en deuxième ou troisième. Donc première année, ok. Deuxième année, à peu près égalité. Et troisième, d'accord, ok. Donc, clairement, moi, j'ai pris le parti de m'adresser à des personnes qui cherchent leur premier emploi, donc plutôt troisième année. Mais ce n'est pas grave du tout, et je dirais même au contraire, c'est plutôt très intéressant de se pencher déjà sur la question avant. Donc voilà, bienvenue à tout le monde, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez, je vais faire un petit sondage là qui va vous, voilà, pour réveiller tout le monde aussi, au milieu de matinée, ouais. C'est quoi les questions qui se posent quand vous pensez à ce thème, bien choisir son premier emploi, les questions comme ça qui vous viennent un peu en vrac, et qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce matin pour ce genre de thème? Il n'y a pas d'obligation d'être à tel ou tel sujet, je suppose que vous faites des choix de thèmes qui vous intéressent. Donc c'est quoi les questions qui se posent à vous quand vous voyez ces mots-là? C'est quoi soit qui vous questionne, soit qui vous inquiète éventuellement, ou en tout cas qui vous fait réfléchir? Oui. Le premier emploi est-il un enfermement? Est-ce que ça va conditionner toute notre carrière? D'accord, donc ça c'est une question que vous pouvez vous poser, d'accord, que tu poses, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez? Donc est-ce que c'est enfermant et ça va décider de ma carrière? D'autres questions que vous vous posez? Oui. Comment savoir dès le stade de l'entretien si les missions qui vont attribuer et si l'organisation du travail va me correspondre? D'accord. Donc comment identifier au moment de l'entretien si ça va me correspondre, si ça va me plaire, si c'est pour moi? Parce que par expérience, j'ai fait un stage qui ne m'a pas plu du tout. Qui m'a pas plu. Et du coup, Je ne vais pas refaire cette expérience. ok. Et on peut se dire, est-ce que j'avais bien fait le bon choix? Comment j'aurais pu identifier ça dès l'entretien? Ok. D'autres questions que vous vous posez? Oui? À l'étranger. À l'étranger ou non? Point d'interrogation. Okay. Oui? Sur quels critères on va choisir entre le salaire, la motivation, le confort, la possibilité? Oui. Ok. C'est quoi mes critères? Ok. D'autres questions? Oui. Perspective de carrière dans la boîte. Ok. Ok. Quelle perspective? Est-ce que c'est un tremplin ou pas? Ok. D'accord. D'autres questions? Oui? À quel point on peut se permettre de sauter sur la première occasion venue Pour choisir son premier job? Ouais, parce qu'on a déjà des offres pour stage de fin d'études. Et oui. En troisième année, on commence à se dire, tiens, j'ai une offre Est-ce qu'on prend tout de suite? Est-ce qu'on attend? je prends tout de suite, ce que j'attends. Oui. Ok. Ça, c'est une vraie question aussi, plus dans l'urgence, enfin, entre guillemets, puisqu'on se rapproche du but. Oui. D'autres questions? Oui? Se tourner plutôt vers un environnement start-up où on aura
plus de responsabilités, mais peut-être des missions moins définies. Oui. Ou un grand groupe qui aura plus d'expertise dans le domaine et Oui. on pourra apprendre des choses de façon plus cadrée. Ok, encore une question qui peut se poser. Ça fait écho aux uns aux autres, toutes ces questions? Ou il y en a qui se disent « Oh là, je ne suis pas dans le bon atelier ». Non, c'est bon. Bon, effectivement, toutes les questions que vous posez là, bon, c'est intéressant, ça me permet aussi de voir que c'est bien en lien avec, voilà, avec ce qu'on va aborder maintenant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose pour cet atelier, le plus interactif possible, hein, c'est-à-dire que bien choisir son premier emploi, vous aurez compris qu'il n'y a pas un bouquin là-dessus, hein, sinon on vous l'aurait donné et puis c'était fait, hein, c'est bon. Donc je ne vais pas vous faire un cours, non. Là encore, on est dans le domaine de l'humain. Choisir, il y a vous, il y a l'interlocuteur, il y a l'entreprise, il y a votre parcours, vous en avez tous des différents, vous avez vos critères, hein, quelqu'un a parlé de critères, vous avez tous des différents critères. Donc, tout ça est absolument tout sauf rationnel. Ok, donc ça déjà, mettez-vous ça comme message. Tout ça est tout sauf rationnel. Donc c'est, voilà, dans une école d'ingénieur, c'est pas forcément le plus confortable quand c'est pas rationnel, mais en même temps c'est intéressant aussi. Hein. Donc j'ai mis ici, là, je vais vous proposer plus des réflexions, des thèmes de réflexion, des lignes directrices pour vous, pour réfléchir. C'est agaçant ça, ces petits trucs là. Mais c'est pour réveiller peut-être, non? C'est comme sur l'autoroute, ça fait bip bip et ça nous réveille. Donc effectivement, je vous donne plutôt un peu des pistes de réflexion, des idées de... Voilà, je ne vais pas vous donner des réponses parce que bien choisir votre premier emploi, ça va être vous le pilote dans l'avion, hein, évidemment. Donc je vais vous donner plutôt des manières de réfléchir. Et je vais vous demander d'être le plus en interaction possible et de réagir à ce que je dis là, puisque en effet, je n'ai pas la science infuse. Donc, plus de réagir par rapport à vos questionnements. Alors, en introduction, effectivement, c'est pas à vous que je vais apprendre que le premier emploi, ce n'est plus... C'était pas mieux avant, je sais pas, mais en tout cas, ce n'est plus le job unique que vous allez faire tout le long de votre vie. Donc, tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que c'est déterminant? Non, je ne veux pas rejoindre les guests trucs. Donc, est-ce que c'est déterminant? Je ne peux pas dire que c'est déterminant. J'ai quitté le réseau tout à l'heure. Pourquoi il me reconnecte là? Je ne veux pas du réseau, moi. Je ne peux pas quitter le réseau, c'est bizarre, hein? Bon, ok. Donc, premier emploi n'est plus égal à je rentre dans une entreprise et j'y passe toute ma vie. Oh, ça peut arriver, hein, c'est pas blanc-noir 0-1, hein, mais c'est quand même, ça devient très rare. Malgré tout, c'est un tremplin, en effet, déterminant. Alors, je parle de tremplin déterminant, non, pas tant sur la nature même du premier emploi, mais sur la manière dont vous allez aborder le premier emploi. C'est-à-dire, voilà, un premier emploi réussi, pleinement réussi, sera effectivement quelque chose qui va vraiment être un booster, je dirais. Un premier emploi moins réussi, c'est pas dramatique, hein, parce qu'il n'y a rien de dramatique dans tout ça, de toute façon. Il faut quand même déjà partir de ce constat. Il n'y a rien de dramatique. Si je me trompe de premier job, tout à l'heure vous avez dit, j'ai fait un stage, je me suis trompée de stage, pas grave. Hein. Je me suis trompée de premier emploi, pas grave. Mais en tout cas, à l'inverse, un premier emploi où j'ai fait le bon choix, ça peut être vraiment un bon booster, et puis une bonne installation dans la vie professionnelle. Enfin, évidemment, ça c'est du bon sens. Hein. Donc, plus on y réfléchit avant et plus on essaye d'anticiper, mieux c'est. Je crois qu'il vaut mieux partir sur un bon démarrage que moins bon démarrage. Mais en même temps, donc, déterminant de son parcours professionnel, s'il est réussi, et ce n'est pas catastrophique s'il n'est pas réussi. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Le message, c'est il n'y a rien de dramatique à se louper sur le premier emploi, mais tant qu'à faire, si on peut éviter de louper le démarrage,
Voilà, c'est l'intérêt de l'exposé de ce matin. Alors, le rôle du premier emploi, je voulais remettre ça en introduction parce que parfois on l'oublie un petit peu. Ce n'est pas que acquérir de l'expérience. C'est ça, mais c'est aussi valider une formation. Donc je dirais c'est un peu le passage incontournable de « ça y est, j'ai mon diplôme, donc je le valide au travers de ce premier emploi en tant que je ne sais pas quoi ». D'accord ? Donc ça, de toute façon, ce sera un acquis et ce sera réussi, je dirais. Hein. Et le deuxième point, le deuxième rôle du premier emploi, c'est d'acquérir de l'expérience et capitaliser des compétences. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi. Et évidemment, c'est important aussi pour la suite. Mais on va voir qu'acquérir de l'expérience et capitaliser des compétences, ça peut vouloir dire différentes choses. Donc ça, on va le voir après. Et donc, effectivement, des deux points du début, découle le troisième, c'est-à-dire que, évidemment, que vous avez tous envie de décrocher un premier emploi à la hauteur du diplôme et des acquis et à la hauteur de ce que vous souhaitez faire. Ça, je dirais, c'est assez normal. Ce troisième point, il est là pour vous dire, c'est tout à fait logique que vous vous préoccupiez de ce truc un peu complexe, de dire, bon, j'ai des acquis, j'ai un projet, et donc, il faut que j'arrive à matcher les deux, quoi. D'accord ? Donc, c'est assez logique d'avoir cette préoccupation, voire un peu ce stress, pour certains un peu plus stressant que pour d'autres, du premier emploi. Donc, c'est normal, je dirais. C'est pas... Voilà. Alors, il y a un préalable pour bien choisir son premier emploi. Un préalable qui est assez évident, mais qui pourtant n'est pas toujours... qui n'est pas toujours acté dans les faits de cette manière-là, c'est définir, prioriser ses critères de choix. Alors, le préalable, il y en a plusieurs, vous voyez, il y a 5 points. Donc, il y a une histoire de critères de choix. C'est quoi les miens ? On verra après les critères de choix, on va un peu les balayer. Donc, il est important, ce préalable, en fait, sur les 5 points, ça veut dire faire un peu d'introspection. Donc, avant, comme je le disais tout à l'heure pour le CV, avant de se lancer dans le CV, il y a un petit temps de c'est quoi mon projet, c'est quoi mon... Bon, avant de se lancer dans comment je vais choisir mon premier job, un peu d'introspection au travers de ces 5 points. Donc, vous vous posez et sur les 5 points, vous essayez de réfléchir. C'est quoi mes critères de choix d'un premier emploi, comme ça, a priori, et c'est quoi les priorités pour moi ? Vous avez déjà éventuellement des expériences d'autres stages, réussis, moins réussis. Donc à partir de ça, s'interroger sur son parcours, s'assurer que son projet correspond bien à ses motivations. Tout à l'heure, quelqu'un dit « j'ai fait un stage qui n'a pas été satisfaisant pour moi ». Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce que j'attendais que je n'ai pas eu ? Qu'est-ce que je n'attendais pas que j'ai eu ? Bref, au travers de son parcours, se dire tiens, il y avait tel critère, je ne l'avais pas bien imaginé. Mais en fait, ce critère-là, il était vachement important pour moi et je l'ai loupé. En effet, dans cette société-là, je n'avais pas ça du tout. Et en fait, c'était important pour moi. Donc, c'est un peu de mieux se connaître, introspection, analyser mon parcours. Donc, vous voyez, c'est juste, je me mets devant ma feuille blanche ou devant mon bureau et je réfléchis, quoi. Troisième point, explorer mes atouts et mes motivations. Ça paraît tout bête, mais voilà un point qu'il faut un peu explorer avant de se dire comment je vais choisir mon premier emploi. Identifier le fil rouge de mon parcours, savoir en parler. Ça aussi, c'est important avant de passer au stade qu'est-ce que je vais choisir. Et puis, élaborer un ou plusieurs projets possibles à partir du fil directeur, donc à partir de ce que je sais faire, ce que j'ai déjà fait, ce que je veux faire. C'est quoi le fil conducteur ? Et à partir de ça, je vais élaborer un ou plusieurs projets possibles. Donc, dans bien choisir son premier emploi, il y a impérativement, avant ça, identifier mes projets. Parce qu'on peut se lancer, en effet, dans une recherche d'emploi, et certains le font, sans avoir de projet bien précis. Ils commencent à regarder les offres. J'ai plusieurs trucs qui m'intéressent. Tiens, ça, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, hein. Et puis pourquoi pas partir en Amérique du Sud aussi. Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé, mais là, il y a une offre en Argentine. Ah ouais, ça peut être bien. C'est une méthode. Mais si on veut bien choisir son premier emploi, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche, quoi.
D'accord ? Si je ne sais pas ce que je cherche, je suis à peu près sûre que je ne vais pas le trouver. Donc, ça veut dire élaborer un projet professionnel. Alors, projet professionnel, c'est un grand mot qu'on va un peu essayer de développer juste après. Alors, quel projet et comment le définir ? Un projet, c'est 3 composantes qui sont là. Une fonction métier, hein, pour moi c'est pareil. Un secteur d'activité et un environnement. Environnement que j'appelle aussi parfois mon écosystème. Tout à l'heure, vous avez évoqué des critères de choix. Déjà, on y est un peu là. Mon écosystème, c'est quoi ce qui me va bien à moi ? Vous avez sans doute là, dans cette pièce, tous des choses différentes là-dessus. Fonction métier, ça peut être pareil. Secteur d'activité, ça peut être pareil. Mais je suis sûre qu'environnement, ce sera différent. C'est-à-dire qu'avec ces 3 critères, vous pouvez faire un Rubik's Cube assez différent. Telle fonction dans tel secteur, dans tel environnement, etc. Ça fait plusieurs combinaisons. Donc l'environnement, donc fonction métier, vous voyez à peu près ce que c'est. Un ingénieur logisticien, un ingénieur cybersécurité, tout à l'heure parlé, un consultant en stratégie. Ça, ce sont des fonctions, des métiers. Un chef de projet dans le, je sais pas quoi, CEA. Enfin, ça, ce sont des fonctions, des métiers. Le secteur d'activité, bon, c'est clair, c'est l'automobile, c'est l'agroalimentaire, c'est les nouvelles technologies, c'est le conseil en stratégie, est un secteur. C'est un métier, consultant, c'est un secteur, le conseil en tant que tel, d'accord ? Tout ça sont des secteurs d'activité. L'environnement, c'est plusieurs choses. C'est la nature de l'entreprise, une PME, une entreprise familiale, une grosse PME, une petite PME, la taille, une entreprise, une start-up qui a 1 an d'âge, une start-up qui a 5 ans et qui a décollé. Tout ça, c'est la nature et la taille de l'entreprise. La localisation fait partie de l'environnement. Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est en France dans une grande ville ? Est-ce que c'est en France dans la campagne ? Pas moi. Est-ce que c'est à l'étranger, à l'international ? Quel pays, quel continent ? Dans l'environnement aussi, ce que j'appelle l'environnement, mon écosystème, il y a une histoire de rémunération. Le projet rêvé pour moi, c'est quoi ? Est-ce que c'est un projet où je gagne beaucoup de sous ? Ou est-ce que c'est un projet, bah oui, je gagne ma vie, mais ce n'est pas mon critère numéro 1. Ça peut être le 2e ou le 3e ou le dernier. Je ne sais pas. Et donc, ça va évidemment changer un peu le projet. Les perspectives d'évolution, c'est-à-dire comment je me vois, et je vous invite à vous poser la question sur, non pas qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, mais je suis qui dans 10 ans ? Je serai qui ? Ou 20 ans, hein, vous pouvez aussi faire l'exercice. Très compliqué et en même temps très simple. Je me vois comment ? Je me vois qui dans 10 ans ? Je me vois habiter où ? Dans quel genre d'endroit ? Faire quoi ? Le matin, je me lève, il se passe quoi ? Est-ce que je me vois voyager tout le temps ou est-ce que ça me va très bien d'être pas du tout en voyage ? Enfin, voilà. Ça va vous permettre de commencer à appréhender c'est quoi les perspectives d'évolution et de carrière que j'imagine pour moi aujourd'hui. D'accord ? Et puis, l'environnement, c'est aussi la culture interne de l'entreprise. J'attends quoi d'une entreprise en termes de culture ? J'attends, je ne sais pas, voilà, j'attends quoi ? J'attends une entreprise qui me forme, j'attends une entreprise où les relations sont vraiment très amicales, j'attends une entreprise qui soit plutôt très cadrante, j'attends une entreprise qui ait vraiment du sens pour moi. Qui travaille dans ça rejoint un peu le secteur. D'accord ? Donc, le projet, j'ai appelé ça le projet rêvé, hein, mais je pense qu'effectivement, il faut commencer par ça, le projet rêvé pour moi. Et quand je dis vous devez élaborer 2 ou 3, peut-être 4 projets professionnels, c'est à partir de ça. C'est-à-dire le projet rêvé, il est rêvé, et après, je peux peut-être jouer avec quelques critères en se disant, bon, le projet rêvé, comme c'est rêvé, c'est peut-être un peu difficilement accessible. Donc c'est quoi, sur quoi je sacrifie un peu, et du coup mon projet il devient quoi ? Il devient quelle fonction métier, quel secteur, quel genre d'environnement ? D'accord ?
Si je veux un métier qui n'existe pas en France, dans un secteur qui n'existe pas en France, et dans un environnement d'une certaine taille, bon, à ce moment-là, je bouge quoi? Bah, c'est peut-être pas en France, c'est peut-être ailleurs du coup. Puisque je sais que ce projet-là, avec ce métier, ce secteur, ça n'existe pas en France. Donc ce serait à quel endroit? Et je bouge ce truc-là. Si mon critère numéro 1, c'est, par exemple, je veux absolument une localisation internationale dans tel ou tel pays, bah, je vais voir si je ne peux pas adapter, du coup, le critère numéro 1, ce serait le pays. Du coup, j'adapterai peut-être le secteur d'activité que je ne trouve pas dans ce pays-là. Voilà. Donc, il est vrai qu'avec ces 3 composantes, vous devez bâtir, je dis vous devez, oui, c'est vraiment important en tout cas, de construire votre projet, et moi je parle plutôt de vos projets professionnels. Je trouve qu'il est illusoire de dire c'est quoi votre projet professionnel. En général, il n'y en a pas qu'un. D'où après l'histoire de choix, hein, effectivement, qui rejoint aussi. Bien choisir son premier emploi, c'est aussi, ça commence par bien choisir ce vers quoi je veux aller, déjà. D'accord? On dit parfois, comment je fais pour choisir? Ben déjà, essayez de choisir, c'est quoi votre projet prioritaire? Est-ce que, déjà, sur cette notion de projet, et de ce qu'on vient de dire là-dessus, vous avez des questions? Parce que normalement, voilà, où est-ce que vous en êtes sur cette réflexion projet? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est déjà fait? Vous savez déjà vers quel genre de projet vous allez vous diriger? Enfin, et est-ce que ça vous paraît facile, difficile de faire ça? Oui? Je veux juste dire que je trouve que c'est pas facile de savoir quelle fonction ou métier on pourrait avoir, parce que c'est quelque chose qu'on peut apprécier sur le terrain en fait. Oui. On se rend compte de ce que c'est qu'un certain métier, un secteur d'activité on voit très bien, mais un Oui. métier, ça me semble... Absolument. Alors, il y a différentes façons pour... effectivement, la question est tout à fait pertinente. Il y a différentes façons pour répondre à ça. Bon, les stages déjà, les stages que vous avez déjà faits peut-être. Les offres d'emploi sont un bon moyen de comprendre un peu certains métiers, parce qu'il y a une description. D'accord? Les connexions que vous pouvez avoir avec des jeunes diplômés, avec toutes les réunions que vous pouvez avoir, enfin les réunions au sens, les rencontres que vous pouvez avoir avec des diplômés de l'école et des événements où vous pouvez questionner. Mais en effet, fonction métier, ça vous demande d'être proactif pour aller chercher des choses. En effet, tout à fait raison. Donc ça va pas venir tout seul, bah tiens, je vais faire... Et en effet, je ne peux pas, ici, et personne ne pourra vous dire, voilà tous les métiers que vous pouvez faire en sortant de Centrale. Alors bien sûr, il y a des grands types de métiers, mais ceux-là, vous les connaissez déjà, je pense. Vous identifiez, quoi. Un ingénieur, un logisticien, oui, c'est un des grands métiers. Un ingénieur production, oui, ok. Mais il y a une multitude d'autres métiers possibles. Donc, sur ce qui est fonction métier, c'est vraiment à vous d'essayer de vous dire dans quel genre d'univers je veux travailler, plutôt. Peut-être déjà dans quel type de secteur. Et à partir du secteur, je vais aller voir quels sont les métiers de ce secteur. Ça peut être pertinent de faire comme ça. Ou ça peut être pertinent de dire, je me verrais bien dans une entreprise du type Danone, je dis n'importe quoi. Un grand groupe, voilà. C'est quoi les métiers chez Danone? Parce que je ne sais pas du tout. Et vous allez sur le site de l'entreprise, et toutes les grandes entreprises, par exemple, ont ça. Et ça vous permet, au travers des sites des grandes entreprises, de repérer, en effet, un grand nombre de métiers qui sont des métiers actuels. Voilà. Parce que vous avez une rubrique, toujours un onglet qui dit « Nos métiers », en général. Il y a notre activité, notre actualité, notre équipe, notre stratégie, je ne sais pas quoi. Nos métiers. Ça, c'est à peu près sur tous les grands groupes, tous les sites de grands groupes. Et là, vous avez à la fois des descriptions de métiers et des offres d'emploi. Donc, vous comprenez au travers des offres d'emploi un petit peu mieux les métiers. Maintenant, sur Internet, si vous tapez n'importe quel nom de métier qui vous paraît un peu exotique, vous allez évidemment trouver des fiches métiers. Donc, vous avez, par exemple, sur des sites comme
Job Teaser, comme APEC. Vous avez beaucoup de fiches métiers. Donc, sur ce genre de site, Job Teaser, APEC, APEC s'appelle Agence pour l'emploi des cadres, qui n'est pas souvent, qui n'est pas très regardé parce que c'est un, voilà, c'est pas très, ils communiquent pas beaucoup, mais en tout cas leurs fiches métiers sont très très bien faites et ils sont très à jour, contrairement à leur image un peu démodée, ils sont super à jour et leurs fiches métiers sont très bien. Job Teaser, il y a aussi des fiches métiers et ça vous permet de comprendre un peu mieux les métiers. Si vous avez quelques noms en tête, vous tapez le nom du métier avec les mots que vous avez et vous allez avoir des descriptions. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou s'il y a d'autres questions sur l'histoire du métier. En effet, je dirais le métier, c'est presque la composante la plus compliquée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de types de métiers différents. Il y a des métiers nouveaux qui naissent tous les matins. Et bon, il faut... Après, si vous allez sur des sites comme Welcome to the Jungle ou des choses comme ça, vous avez aussi beaucoup d'infos sur les nouveaux métiers. Donc j'ai plutôt envie de vous envoyer sur ces références-là. Welcome to the Jungle, ça c'est un très bon site qui... Alors après, pas spécifique ingénieur, hein, mais il ouvre sur des tas de choses. Donc j'allais dire sur LinkedIn, vous avez énormément d'infos sur les métiers aussi. D'accord ? Au travers de communications de ce type, Welcome to the Jungle, si vous suivez un groupe de ce type, voilà. Après, en fonction du secteur d'activité, vous pouvez suivre des... je ne sais pas si vous suivez un groupe, par exemple, que moi je connais, qui s'appelle le Design Thinking Group. Dans ce groupe-là, vous allez avoir des tonnes d'informations sur tous les métiers du design thinking, du design en général, par exemple. Vous voyez ? Donc, il est vrai aussi qu'au travers du suivi de certains groupes dans LinkedIn, vous avez aussi beaucoup d'informations sur les métiers. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens au début, à tout ce qui est événement où vous pouvez rencontrer des diplômés de votre école ou d'autres, hein, vous pouvez aussi élargir. Le forum est aussi un excellent moyen pour mieux comprendre certains métiers. Vous y allez pour rechercher des stages, mais vous pouvez aussi aller vers des stands pour des renseignements sur des métiers. J'aimerais en savoir plus sur le métier de machin, ça veut dire quoi, et les gens du forum sont là aussi pour ça. Ils ne viennent pas que pour recruter des stagiaires, bien sûr, mais ils sont aussi très ouverts sur parler de leur métier. Donc faire parler de quelqu'un de son métier, c'est aussi une très bonne manière de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la notion de projet ? Et est-ce que voilà, pour vous, ça pose d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu ? Oui ? Non ? Ok. Tiens, il m'a dit que ça pouvait s'arrêter tout seul, ce truc. Pourquoi il s'est arrêté ? Patienter pendant l'extinction du système. Ok. On dirait qu'il y a... Ah non, il n'y a pas de coupure de... Non. Ça, c'est quoi ? Marche arrêt. Ah. Démarrer. D'ailleurs, je vais combler un peu, dans les APP que les premières années suivent actuellement avec Philippe Coustard, vous aurez obligation de contacter, je crois, 3 ingénieurs, dont un centralien, c'est important, et vous pourrez le contacter par l'intermédiaire de l'annuaire électronique qui est sur le site de l'association. Vous pourrez le contacter également sur Feedback Centralien. On développera un peu éventuellement ce nouveau système de relationnel qu'on a mis en place à l'association. Mais c'est un exercice extrêmement intéressant. Donc surtout, faites-le bien, contactez les ingénieurs
et posez-leur la question sur leur métier, sur leur fonction. C'est la raison pour laquelle, justement, dans les APP, on a rendu ce truc-là obligatoire. Quoi, si je puis dire. Voilà. Ça, c'est extrêmement utile, ça. Hein. C'est vraiment par la discussion que vous en apprendrez le plus, vraiment. Et ce qui peut être pertinent, justement, c'est avant d'engager la discussion, d'être allé voir un peu sur un site, sur une fiche métier, ce que ça vous dit, tel ou tel métier. Je ne sais pas, même des métiers assez clairs, assez clairs. Le titre, on va prendre consultant en stratégie, parce que j'ai eu un cas récemment. Bah ok, le titre est clair, on voit bien à peu près ce que c'est, quoi. Hein, c'est consultant chez Bain ou chez McKinsey, mais ça fait quoi? C'est quoi un consultant en stratégie? C'est un grand mot, mais quand on ne connaît pas, c'est quoi derrière ce truc-là? Donc ça peut être vraiment intéressant, même pour des métiers qui paraissent comme ça, le titre est assez clair, d'aller comprendre un peu. Ça fait vraiment partie de l'anticipation dont je parle pour bien choisir son premier emploi, vraiment. Sinon, en effet, le premier venu, le jour J, on va aller vers le premier venu. On dit, oui, c'est bien, consultant en stratégie, je sais qu'on m'en a parlé, c'est intéressant. Mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Je ne sais pas ce qu'il fait, moi, d'accord? Donc, les rencontres là dont on vous parle, c'est vraiment très, très pertinent. Alors, donc ça, c'est le point d'entrée, vraiment. C'est quel est mon projet? Évidemment, après, il faut savoir passer du projet rêvé au premier emploi. Donc déjà, le premier passage, c'est comme je vous l'ai dit, le projet rêvé, il doit se décliner en 2 ou 3 projets réalistes. D'accord? Donc rêver, oui. Ensuite, on descend d'un cran ou on monte d'un cran, comme on veut, pour dire, bon, projet rêvé, oui. Est-ce que c'est réaliste? Si oui, tant mieux. Hein, je peux avoir aussi un projet de mes rêves qui est totalement réaliste. Bravo, super. Si ce n'est pas très réaliste, comment je fais bouger mes 3 composantes pour que ça le devienne? Et j'ai 2 ou 3 projets, ça y est, qui s'offrent à moi, qui ont l'air de me correspondre. À partir de là, effectivement, il y a un point intéressant, c'est d'anticiper son évolution professionnelle, évolution de carrière, oui, j'appelle plutôt évolution professionnelle, en fait, en voyant le mot, je préfère. Donc ça veut dire qu'il est important de réfléchir à ce que l'on veut faire. Donc, un projet court terme, c'est bien. Ce que je veux faire, là, à la sortie de mon diplôme, c'est ça. Mais c'est quoi l'étape d'après? Il est toujours, mais fondamental, et y compris quand je choisis mon premier job, même si après, ce n'est pas cohérent, peu importe, mais il est fondamental dans sa tête d'avoir réfléchi à c'est quoi ce que je veux faire après? Ce sera quoi? Si je prends ce job, mettons, ou si mon premier job, c'est le premier projet là que j'ai défini, bon, je vais faire ça. Mon projet A, là, c'est bien, j'ai A, B, C. Projet A, oui, ça a l'air d'être réaliste, puis ça a l'air de se concrétiser, j'ai déjà quelques offres. Ce sera quoi l'étape d'après? Essayez de vous poser la question vous-même. Et c'est une question que vous poserez le jour J au recruteur. D'accord? C'est-à-dire, lui, il va vous demander, c'est quoi votre étape d'après? Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, madame, après? Mais vous pouvez aussi poser la question, et ce type de poste, selon vous, donc au sein de votre entreprise, quelle est l'évolution une fois qu'on a passé quelque temps dans ce poste? Quelle est l'évolution possible? C'est à lui de vous répondre, c'est au recruteur de vous dire ça. D'accord? Donc ça veut dire ça, d'essayer d'anticiper son évolution de carrière et d'anticiper effectivement ses choix. C'est-à-dire le choix du premier emploi, il marche aussi avec le choix pour la suite. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est j'aimerais être qui dans 10 ans? Et je dis bien être qui et pas uniquement faire quoi. Parce que faire quoi, ça s'appelle fonction métier. Être qui, ça veut dire fonction métier, secteur d'activité, écosystème dans lequel j'ai envie de vivre. D'accord? Donc c'est vraiment ça le moyen d'aller vers le premier emploi. Ensuite, en effet, pour passer du projet rêvé au premier emploi, je vais arriver sur ces fameux critères de choix. Qu'est-ce qui est le plus important à mes yeux? Et on va voir après, on va aller bien sûr plus avant dans les critères, puisque c'est ça le nœud du sujet. C'est quel est le plus important à mes yeux? Est-ce que ce sont les tâches que je vais faire au quotidien? Est-ce que c'est la notoriété de mon entreprise? Pourquoi pas, hein? Moi, j'ai envie de travailler dans un grand groupe à forte notoriété. Ça peut être tout à fait un critère, d'accord? Ou bien ça, c'est pas mon sujet. Et selon les personnes, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. C'est juste, vous sentez ça comment?
Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est la rémunération? On en a déjà parlé. Est-ce que c'est l'ambiance de travail? Parce que je sais, par exemple, que dans telle boîte, l'ambiance, c'est vraiment un peu compliqué, puis c'est très tendu, puis il y a un rythme de travail. Mais moi, ça me correspond parce que la rémunération est à la hauteur. Et moi, c'est ça que je veux. Bon, bah, chacun son choix. À l'inverse, quelqu'un d'autre dira, non, moi, j'ai beau être payé 2 fois plus que tout le monde. Moi, non. Pour moi, l'ambiance de travail, c'est non négociable. Moi, si je ne suis pas dans un univers un peu convivial, je ne serai pas bien. Donc, à chacun de faire son choix. Est-ce que c'est, dans l'idéal, tout à la fois? Ben, ça peut. On peut être très exigeant. On a le droit d'être exigeant. Il faut simplement savoir le moment venu sur quoi je vais sacrifier, éventuellement. Je peux être exigeant. Moi, je vous conseille d'être exigeant. Je trouve que c'est bien d'être exigeant avec tous ces critères-là. Mais il faut les prioriser. Et à un moment donné, si je dois en sacrifier un ou du moins être un peu moins exigeant, ce serait lequel qui passera en dernier? Ça, c'est de l'anticipation. C'est se poser devant son miroir un beau jour pendant 1 heure, 2 heures, réfléchir à ça. Ce n'est pas forcément très long. Ou c'est se poser 1 heure un jour J, puis dire « oh là là, c'est plus compliqué que je pensais, hein. Je vais réfléchir demain ». Mais s'obliger un peu à un temps de réflexion. Alors, je vous invite aussi à considérer que ce temps de réflexion-là, d'anticipation, ça peut se faire tout seul ou ça peut se faire à 2. Voilà. Alors, ce n'est pas le genre de truc qu'on va aborder dans une soirée, hein, mais encore que. Il y a des gens qui m'ont dit « si ». Non, mais je veux dire dans une soirée, une fois que j'ai trop d'alcool, c'est ça. Mais avant l'alcool. Mais en tout cas, oui, ça peut être abordé. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, en effet, ben, j'ai découvert ce secteur où j'ai parlé d'un tel, il faisait tel métier, vachement intéressant. Ça peut être à une soirée. Donc ça peut être n'importe où. C'est pas forcément une introspection tout seul, à se prendre la tête de manière un peu stressante. Ça peut être juste, mais anticiper veut dire j'en parle. À qui j'ai envie d'en parler? Un bon ami, une bonne amie, un groupe d'amis, tel jour ça sera pertinent, tiens j'ai envie de lui en parler parce qu'il est là lui. Voilà. Ensuite, passer du projet rêvé au premier emploi, il y a aussi l'histoire du CDI, ça revient un peu à votre question de tout à l'heure. Donc le CDI, oui, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que là, on est face à ce problème, là, à cette congruence entre comment se rejoignent à un moment donné mon projet rêvé et les offres d'emploi. Et ce n'est pas toujours évident de faire se rejoindre mon rêve et puis les offres d'emploi. Donc, est-ce que je fais abstraction de tout ça et puis on me propose un CDI, j'y vais? Ou est-ce que quand même le chemin est trop grand là entre mon projet rêvé, même avec des aménagements, et l'offre d'emploi, et peut-être qu'il vaut mieux répondre à autre chose qui peut être un CDD, pourquoi pas, si vraiment c'est trop loin. Donc le CDI, oui, mais pas à tout prix. On commence à dire ça, je pense que dans quelques années, ce sera peut-être même plus, enfin je veux dire ce sera CDI, slash, enfin bon, voilà, hein, vous connaissez l'histoire des slasheurs. Donc le CDI, oui, mais c'est quand même il est en train de prendre un petit peu de plomb dans l'aile, le CDI. Et pourquoi pas un CDD très pertinent, en tout cas en tant que premier emploi. Pourquoi pas un CDD très pertinent ou un VIE, c'est pas un CDI, un VIE, hein, ça revient en fait à une durée déterminée. Mais dans un univers où là, c'est vraiment mon projet rêvé, je sais que je vais faire ça pendant 2 ans et après je passerai à autre chose parce que j'ai anticipé un peu l'évolution de carrière. Si je fais 2 ans ça ou 1 an, parce que vraiment ça va m'apporter ça et ça et ça, puis après je sais qu'après je passerai à autre chose et je sais que c'est au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. Vous voyez, c'est exactement ça quand je dis anticiper son évolution de carrière. C'est pas forcément dire je serai directeur général dans 15 ans, c'est pas ça. C'est l'étape d'après. Et ça peut du coup vous inciter à choisir ou pas un CDI là qui se présente tout de suite pour vous. Bah oui, mais est-ce que c'est le moment là tout de suite pour moi de commencer à faire ça? Est-ce que je veux pas d'abord faire 1 an, un truc qui vraiment je rêve de faire ça depuis 15 ans ou depuis quelques mois, mais faisons-le maintenant. C'est pas dans 10 ans que vous ferez votre projet rêvé. En tout cas, ça c'est sûr. C'est assez rare. Ça peut, mais enfin bon, si vous avez là tout de suite quelque chose que vous voulez vraiment faire, ça peut être très pertinent de se dire, je mets entre parenthèses le CDI, là, je refuse gentiment et très poliment, et je reviens de les voir dans 1 an. Non pas pour faire forcément un tour du monde, hein. Ça peut être un tour du monde, hein. Mais peut-être pour faire
un stage dans un domaine de recherche pointu que je veux faire. Et là, ben, ils ne prennent pas de CDI, ils prennent que des stagiaires ou que des CDD ou que des VIE. Et oui, je le fais, parce que ce stage-là en recherche sur un truc pointu, je ne le ferai plus jamais après. OK ? Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là un peu généraux, mais... Alors, on continue. Alors, maintenant, on va balayer un certain nombre de critères, justement. Donc, avec cette formulation, demandez-vous. Donc là, ça, c'est vraiment, là, du coup, à vous de réfléchir, alors, tout seul ou à plusieurs. Est-ce que la mission de la boîte fait sens? Une fois que vous aurez défini votre projet, hein, là, ça y est, on est au-delà, ça y est, votre projet, il est clair. Là, ça y est, vous êtes en train de... Il y a des offres, ou bien je fais des candidatures spontanées. Donc, les candidatures spontanées, évidemment, si j'ai un projet, j'ai ciblé des entreprises. Hein, j'ai un projet dans telle fonction, dans tel secteur, et c'est en France, bon, ben, je vais cibler des entreprises, je fais des candidatures. Tout ça est très bien. À ce moment-là, on est au moment où on doit se poser ces questions-là. Donc, demandez-vous quoi? Est-ce que la mission de la boîte fait sens pour moi? C'est-à-dire, ce job-là, cet emploi-là, cette offre d'emploi, j'ai peut-être même fait un entretien, hein. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, ce qu'il m'a dit là? Donc là, on est au niveau de la mission de l'entreprise. D'accord? Donc, ça fait référence pas que au secteur d'activité, ça fait référence à la nature de l'entreprise. D'accord? On peut être dans un secteur d'activité industriel, ok? Et dans l'industrie, telle entreprise, ben, ça fait du sens pour vous. C'est vraiment une activité qui, pour vous, oui, c'est... Et telle autre industrie ne fera aucun sens pour vous. Mais par contre, pour votre camarade de la promo de l'année dernière, oui, ça fait du sens pour lui. Pourquoi? Ben parce que chacun a son histoire et qu'on est tous différents. Mais est-ce que ça fait sens pour vous? Donc la mission de l'entreprise, et ce n'est pas que son secteur d'activité, c'est son actualité, ce sont ses valeurs, voilà. Un des points que j'ai mis ça en premier parce qu'un des points numéro 1, un des points les plus forts dans les, je dirais dans les ruptures, hein, c'est-à-dire les ruptures, en tout cas toutes les difficultés qu'ont les salariés dans certaines entreprises, donc pas forcément jusqu'au burn-out, mais y compris burn-out, l'un des points de difficulté majeurs, c'est lorsque le collaborateur, le salarié, est en rupture avec les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire entre mes valeurs personnelles et ce qui se passe dans l'entreprise, c'est très éloigné, d'accord? Et donc là, c'est un point de rupture essentiel. Ce n'est pas en général sur la nature du job, ce n'est pas sur la charge de travail. Bien sûr, c'est ça les premières choses qui apparaissent. Si j'ai trop de travail, j'en peux plus, puis voilà. Mais ce n'est pas ça les premiers, enfin c'est ça, ce sont les symptômes. Mais la raison en général, suite à des études voilà, dans ces sujets-là, la raison principale, elle est lorsque j'arrive à ne plus être du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise. Donc, comme ça, si je fais un petit sondage, même sans dans vos têtes, chacun pour vous, vous avez peut-être des entreprises dont vous vous dites « moi j'adorerais travailler dans cette boîte pour ces valeurs ». Et il y en a peut-être d'autres entreprises où vous vous dites oh, « j'aimerais pas travailler pour cette boîte parce que je ne me vois pas ». Ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre de l'entreprise font bien ou mal, hein. C'est juste que par rapport à vous, non. Moi, travailler pour quelqu'un qui fait ça, ben non. Ça vous parle? Quand vous faites ce petit exercice, ça vous évoque des entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler, par exemple? On ne va pas parler de celles pour lesquelles vous n'aimeriez pas, mais est-ce que, par exemple, il vous vient en tête un ou deux noms d'entreprises où vous vous dites « Ah ouais, ça, cette entreprise-là, moi, si je peux être embauché chez eux, oui, la mission de la boîte fait sens pour moi. » Vous avez des noms qui vous viennent ou pas? Non. Donnez des exemples. Si quelqu'un a un exemple, ça serait intéressant pour qu'on comprenne autour, là, voilà, ce qui peut... Ou peut-être des gens qui ont fait des stages dans des entreprises qui, voilà, ça avait du sens.
Vous voyez pourquoi c'est difficile? C'est que ça ne vous est peut-être pas encore arrivé. Oui, ou ça ne faisait pas de sens. Moi, je pense à une entreprise dans laquelle j'aimerais bien aller pour ça, en études. C'est General Electric Healthcare. D'accord. Et en termes de sens, ça parle de quoi? C'est travailler dans les technologies médicales Et faire avancer humainement les... de la santé. Bon, voilà. Voilà un exemple. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais c'est un exemple. C'est un grand groupe, mais ça pourrait être une toute petite boîte qui travaille sur des valves cardiaques, par exemple. Et ça peut être une petite start-up qui démarre à Saclay depuis 3 ans. Vous voyez? Donc c'est... Le deuxième point, est-ce que les collaborateurs vous inspirent? Donc là, en effet, quand même un objectif à rappeler, quoi. Un premier emploi, quand je disais dans l'idéal, si ce n'est pas réussi, ce n'est pas dramatique, vous allez rebondir. Mais si c'est réussi, ça veut dire que vous aurez grandi humainement. Vous aurez bien sûr grandi en compétences, vous aurez appris, vous aurez acquis des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs, etc. Mais vous aurez aussi acquis des capacités humaines. D'accord ? Et donc là, ça veut dire que vous devez être dans un univers où vous sentez que les collaborateurs, l'équipe, que c'est quelque chose qui va être nourrissant pour vous, que vous allez apprendre des choses. Pas forcément que des choses techniques. Vous pourrez apprendre parce que leur mode de fonctionnement, leur manière de s'organiser, la manière dont ils gèrent les projets, bah c'est vraiment très intéressant. Vous aurez, voilà, imaginons fait un stage dans une boîte comme ça et vous vous direz « Waouh, ben moi si je peux travailler là, c'est un apprentissage quoi, en termes de méthode de travail, et puis c'est respectueux, et puis les gens s'entraident, et puis je sais pas quoi. » C'est ce que j'appelle les collaborateurs vous inspirent. Là, moi j'ai plein d'exemples d'étudiants qui sont partis en stage dans des boîtes où ils se disent « Oh, mais moi je rêverais d'être embauché là. » quoi. Parce que vraiment, humainement, on s'entraide, mes patrons, ils me tirent vers le haut, j'ai des formations tous azimuts, donc je grandis, j'apprends bien sûr, mais je grandis aussi humainement. Vous aviez une question? Oui, à part faire un stage, comment on fait pour connaître les collaborateurs Alors, on connaît les collaborateurs, soit au moment d'un entretien, parce que bien choisir son premier emploi, ça peut être, je suis face à un entretien, comme vous disiez tout à l'heure, et je n'ai pas su identifier ce qui se passait. Ça peut être dans un entretien au travers de comment ça se passe chez vous, et en termes d'organisation, et en termes d'évolution de carrière. Donc vous allez comprendre un peu comment les gens travaillent ensemble. Ça peut se faire en demandant éventuellement aussi en entretien. Imaginons que vous êtes dans un processus de recrutement, peut-être de premier emploi, plus que de stage, hein, mais vous pouvez demander à rencontrer un collaborateur de l'équipe. Ça se fait très fréquemment. En tout cas dans des boîtes modernes. Je veux dire, si on vous refuse ça, bon, bah, c'est pas grave. Vous n'avez rien à perdre, en tout cas à le demander. Est-ce qu'il serait possible, est-ce que je peux me permettre de vous demander s'il serait possible de rencontrer quelqu'un de l'équipe? Ce serait pour moi très intéressant parce que ça permettrait de comprendre un petit peu l'ambiance. Voilà, et les recruteurs sont habitués à ça aussi. Hein. Donc, demander à rencontrer quelqu'un et échanger. Ça peut se faire en allant sur LinkedIn et en allant prendre contact pour soit échanger par mail, soit téléphonique, soit rencontrer quelqu'un qui va vous parler de l'entreprise. En tout cas, si vous avez un doute. D'accord ? Si vous vous dites, j'aimerais bien cette boîte, mais quand même, imaginons que pour vous, cet aspect humain soit très important. Là encore, tout dépend du priorité et de critères. Si pour vous, ce n'est pas très important, ok, je m'adapte à tout, même si l'ambiance est moyen. Si par contre, pour vous, ce critère-là est fondamental, il y a des gens moi, qui me disent ça, hein, qui me disent, moi, c'est pas très grave la mission, mais si j'ai une ambiance de travail qui va bien, c'est formidable. Si donc ce critère est très important pour vous, vous allez essayer de rencontrer des gens de l'intérieur pour qu'ils vous parlent de l'intérieur. Soit un ancien diplômé de centrale, soit des connaissances que vous aurez rencontrées là ou là. Hein, ça, c'est très fréquent. Ah tiens, j'ai croisé quelqu'un qui travaille chez General Electric, je lui ai demandé un peu ce qu'il pensait de la boîte. Voilà. Vous avez également un site internet. C'est intéressant aussi, bon, c'est à prendre avec un bémol, hein, parce que c'est un site internet qui regroupe, et le nom m'échappe à l'instant, Glassdoor, je crois que c'est Glassdoor, qui regroupe, c'est ça, des avis sur les entreprises.
Donc, les collaborateurs postent des avis. Alors, je dis apprendre quand même avec un tout petit bémol, c'est-à-dire que vous avez toujours le collaborateur qui va se défouler en disant du négatif, hein, par exemple. Mais si, c'est assez intéressant tout de même, parce que quand on connaît l'entreprise, moi j'ai fait ce test et en général c'est assez pertinent. C'est-à-dire vous récoltez des infos qui sont, ben voilà, l'ambiance est bonne, machin, enfin, c'est même plus qualitatif que ça, hein. C'est assez intéressant. Donc Glassdoor vous donne des infos à la fois très rationnelles sur des effectifs, des nombres de, enfin, des infos voilà, légales de l'entreprise, mais vous donne aussi des infos un peu qualitatives, justement. Un autre critère, c'est les opportunités d'apprentissage là. Donc pas uniquement en termes d'apprentissage humain, mais en termes d'apprentissage en termes de compétences, c'est-à-dire est-ce que la boîte en question offre l'opportunité de se former? Est-ce que vous sentez que c'est un des leviers de l'entreprise? Est-ce qu'elle encourage la montée en compétences? Est-ce que vous allez comprendre que... alors, soit en effet au cours d'un entretien, ça peut être des questions à poser, soit vous allez sentir que, par exemple, on peut vous dire en entretien, si vous êtes retenu pour le parcours chez nous en CDI, vous allez rentrer dans un cursus d'intégration avec 2 semaines de formation en Espagne, et puis ensuite vous suivrez un cursus de formation tous les mois. Enfin bon, donc vous allez sentir si c'est important pour vous, si oui ou non cette entreprise vous offre des opportunités d'apprentissage. Parce qu'effectivement, opportunité d'apprendre veut dire aussi marge de progression. C'est-à-dire, ça marche avec l'étape d'après. Est-ce que dans 2-3 ans, je vais devoir quitter cette boîte? Ou est-ce que, moi qui ai envie de rester un peu dans la durée avec un développement, est-ce que effectivement c'est une société qui me permet de rester 2 ans dans ce poste, puis ensuite de passer 2 ans dans un poste au-dessus, et tout ça, vous le savez, parce que l'entreprise communique là-dessus, et donc vous vous dites, effectivement, j'ai de bonnes opportunités dans cette entreprise. Pour moi, c'est un critère. Pour moi, qui, par exemple, ai envie de stabilité pendant 4 ans, c'est un critère de choix. Pour d'autres, ça ne sera pas un critère de choix. C'est pour ça que je dis quelques critères. Pour d'autres, ça ne sera pas ça le premier critère. Le fait qu'une boîte vous forme pendant 6 mois et tout ça, ça ne sera peut-être pas un critère pour tout le monde. Du moins, pas le critère numéro 1. Mais en tout cas, il est important ce critère-là. Moi, je n'ai nommé que des critères qui me semblent importants à repérer pour vous. Un autre critère, demandez-vous qui ce job va vous faire rencontrer. Vous savez très bien l'importance du réseau professionnellement. Vous aurez un exposé qui fera le lien cet après-midi sans doute. Qui ce job va vous faire rencontrer? Alors là, peut-être vous vous dites, oui, un job quand même, on est là pour travailler, quoi. C'est pas pour aller rencontrer du monde et puis faire des apéritifs et des cocktails, quoi. Bien sûr, ça d'accord, c'est clair. Mais il n'empêche que ce poste, de toute façon, va vous permettre de rencontrer du monde et de développer un réseau, d'accord? Il est clair que si vous allez dans certains secteurs, vous allez développer... Moi, j'ai passé 20 ans dans les métiers financiers. J'ai développé des réseaux vraiment dans le monde de la finance et essentiellement dans le monde de la finance, d'accord? Quand j'ai changé de métier, j'ai dû reconstituer un autre réseau et c'est normal, je l'ai fait et c'était très intéressant aussi. Mais en tout cas, on sait très bien que certains types de jobs et certains types d'entreprises vont vous permettre de rencontrer certains types de réseaux. Si vous vous dites, j'ai envie d'évoluer dans le secteur de la finance, plus j'aurai un job dans cet univers-là, évidemment, plus vous allez développer ce réseau-là. Si vous allez dans un univers complètement différent, vous savez que, ok, mais vous ne développerez pas le réseau des financiers, quoi. Ou des banquiers, ou des logisticiens, ou des gens qui font de la cybersécurité, comme disait quelqu'un ce matin. Bon, voilà, d'accord? Donc c'est quoi mon but? Alors, ensuite, un autre critère, comment ce job s'insère dans votre plan de carrière? Effectivement, vous vous rappelez que dans l'anticipation, on a parlé du plan de carrière. Le plan de carrière, qui est un grand mot, mais je trouve qu'il est intéressant en termes d'anticipation. Je veux être qui dans 10 ans? Est-ce que cet emploi colle avec votre plan de carrière à moyen terme, si vous avez réfléchi à ça, ou pas? Et là, de 2 choses l'une, soit ça colle avec votre évolution de carrière souhaitée,
Et c'est important pour vous. Tant mieux, tout va bien. Donc, c'est plutôt ce job-là que vous allez choisir. Voilà. Est-ce que j'ai bien choisi? Bah oui, si ça s'intègre bien dans mon plan professionnel, tant mieux. À l'inverse, ça peut ne pas trop s'intégrer dans cette planification et ça peut être pertinent quand même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si c'est une opportunité pour faire 1 an quelque chose de très différent, mais qui va être vraiment pertinent parce que je vais acquérir une compétence que je n'ai pas et que je veux absolument obtenir, bah, ça veut dire que ça s'appelle une parenthèse. Ça ne s'intègre pas dans mon plan à 10 ans, mais je sais pourquoi j'y vais. Donc bien choisir son premier emploi, c'est aussi ça, c'est je sais pourquoi j'y vais. J'y vais parce que je sais que pendant 1 an, je vais faire ça et c'est ça, je veux le faire maintenant. C'est ma priorité. Ou je sais que je prends ce job-là qui est peut-être moins pertinent et moins intéressant qu'un autre, mais je sais pourquoi je veux le faire, c'est que pendant 1 an, je veux me donner du temps parce qu'en même temps, je fais une autre formation. Par exemple, je connais quelqu'un qui a fait ça, ce choix-là, de faire une autre formation. Mais elle voulait quand même travailler, donc elle a pris un job un peu moins pertinent, mais ça lui permettait de dégager du temps. C'était son choix. Ça ne sera pas le vôtre, ni le vôtre, ni le vôtre, mais vous voyez à quel point c'est personnel. Mais en tout cas, la question doit se poser sous cet angle-là. Comment ça s'intègre? Ça s'intègre oui ou non, et dans les 2 cas, ça donne une réponse sur est-ce que je dois prendre ce job ou pas. Donc, en résumé, et ça il y a eu une question là-dessus, le premier emploi ne vous enfermera pas pour autant que vous sachiez pourquoi vous le choisissez. Et pourquoi vous le choisissez, c'est avec les critères qu'on vient d'évoquer, avec tout ce qu'on a dit avant. Donc, ça ne vous enfermera pas, sauf si vous y allez par hasard. Si vous y allez par hasard, oui, parce que le jour J, on va vous dire « Ah, d'accord, et vous avez fait ça donc pendant 3 ans, pour quelle raison ?» Et alors là, vous allez dire, vous n'allez pas dire parce que j'ai pris le premier CDI venu. D'accord? Donc, tant que vous saurez motiver pourquoi vous avez fait ce choix-là, ce premier emploi restera pertinent et ne sera de toute façon pas déterminant, puisque c'est quand même le premier emploi d'une longue carrière qui, de toute façon, enfin, vous pouvez bien imaginer, moi, si je me fais maintenant le retour un petit peu feedback, voilà, c'est pas mes 3 ans de... si je pense à mes 3 premières années d'activité professionnelle, ça ne disait absolument pas ce que je fais aujourd'hui. Absolument pas. En revanche, c'est quelque chose qui a été très apprenant pour moi, si je fais un petit partage d'expérience, pour plusieurs raisons. Rencontres, voyages, donc un apprentissage humain incroyable, puisque je faisais de l'audit de chantier à l'international. Donc de l'audit de chantier à l'international, je découvrais à chaque fois des chantiers différents, donc beaucoup d'apprentissage et technique et humain. Une responsabilité qui m'a vraiment... Voilà, je suis tombée dedans, il fallait que je fasse, mais c'était très intéressant, puisque je rédigeais des rapports d'audit et c'était moi toute seule qui disais ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui est toujours, on se dit, bon. Donc c'était pour moi un premier emploi, je me fais le retour maintenant, hein, je ne l'ai pas imaginé comme ça à l'époque, mais si j'y repense aujourd'hui par rapport à ce que je dis là, et je me suis fait un petit peu le rapprochement pour moi, c'était pertinent pour ces raisons-là. Vraiment, acquisition en termes de mode de fonctionnement, d'autonomie, de responsabilisation et donc de confiance en soi pour aller plus loin. D'accord ? Donc un premier emploi qui se passe bien dans ces conditions-là, de toute façon, ça ne vous enferme pas dans un métier. La preuve, je ne suis pas restée toute ma vie en audit et j'en suis sortie quand j'ai voulu et il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez ? Par contre, tant que vous savez motiver votre changement de direction, c'est-à-dire le jour J, le fait de savoir exprimer pourquoi j'ai fait ce premier emploi fait en fait que ça vous permet d'expliquer la suite. D'accord ? Parce que ça s'intègre dans un fil conducteur. D'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas rationnel, mais vous savez l'intégrer dans votre fil conducteur. Voilà, l'essentiel est toujours de développer des soft et hard skills. Hein. Vous savez aujourd'hui à quel point les soft skills prennent aussi le pas sur les hard skills. Donc développer des capacités de soft aussi, même si donc, dans un premier emploi est un peu moins technique par exemple, c'est de toute façon très pertinent et ce sera
valoriser autant que de développer des hard skills, d'accord ? Pour autant que tout ça, ce soit transposable, et des soft skills, c'est transposable partout, justement, alors que hard skills, pas forcément. Et pour autant que le projet, en fait, intègre aussi ces changements, enfin, pour autant qu'on puisse intégrer ces changements dans le projet et dans l'évolution du projet professionnel. D'accord ? Alors, on passe à la suite, mais il y a peut-être des questions sur ces histoires de critères, là. Et par rapport aussi aux questions que vous avez évoquées tout à l'heure, par rapport aux critères, est-ce que ce que vous entendez là répond déjà à vos questions? Est-ce qu'il reste des questions sur, voilà, par rapport aussi à vos expériences vécues, hein, en vous disant, voilà, j'ai eu un stage, j'ai eu du mal à choisir parce que, eh ben, comment je fais? Donc, à vous de me dire qu'il y a ce petit partage d'expérience-là. Est-ce que ces critères-là sont clairs pour vous? Est-ce que vous en voyez d'autres que je n'ai peut-être pas abordés? Ok, alors on va continuer, puis on verra les questions à la fin. Alors ça, je trouvais que c'était intéressant de vous donner un petit aperçu de ce que disent les recruteurs, de ce qu'ils obtiennent en retour des recrutés. Au sujet du premier emploi, je trouvais que c'était intéressant parce que ça vous donne un peu l'autre côté de la barrière, ce qu'ils pensent de vous, quoi, un petit peu. Hein. Donc, aujourd'hui, ils se rendent compte, donc là, les recruteurs, ce ne sont pas que des cabinets de recrutement, hein, il y a aussi des DRH dans cette statistique, etc. Donc, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a une tendance à un équilibre entre les gens qui choisissent un job, entre guillemets, alimentaire, c'est-à-dire je choisis un job parce qu'il faut bien en choisir un, voilà, pour vivre, il faut bien que je travaille, quoi, hein, il faut bien que je gagne mon salaire, j'ai mon diplôme, maintenant je bosse, puis voilà, quoi. Donc on est maintenant entre un équilibre entre les gens qui font ça et un emploi qui a été vraiment, de manière proactive, décidé pour l'histoire de oui, c'est en accord avec mes valeurs, avec ma personnalité, avec mon projet de vie personnel, donc, d'accord ? Donc aujourd'hui, ça renforce encore la question de bien choisir son premier emploi. C'est que, en effet, eux-mêmes se rendent compte que les jeunes diplômés sont vraiment dans une mentalité de « oui, je vais choisir mon premier emploi. Je ne vais pas subir le premier CDI qu'on va me proposer. » D'accord ? Le concept japonais de l'ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, c'était juste un petit apport pour vous. Voilà, c'est un concept qui vise à croiser, qui s'appelle aussi concept du hérisson dans certains documents. C'est quand on croise compétences, talents, valeurs avec les besoins du marché. Donc ça veut dire on est au top, quoi. C'était ce que j'appelais tout à l'heure un peu le projet rêvé, d'accord ? Donc là, il y a vraiment, quand tout y est, le concept de l'ikigai, c'est quand j'ai tout en même temps. J'ai les bonnes compétences pour ce job, ça fait partie, enfin, je mets en œuvre mes talents, je suis en accord avec mes valeurs, et ça par rapport à un job qu'on me propose, bon ben voilà, quand tout ça est en cohérence parfaite, c'est ça le concept de l'ikigai, donc c'est un peu le job rêvé. Donc ça veut dire qu'on est en train de tendre vers ça, d'après les recruteurs. En tout cas, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place et on n'est plus en train de choisir son premier job juste en se disant, bon, c'est un bon CDI, ils veulent des diplômés, ils veulent mon diplôme, ils veulent des centraliens, c'est un bon CDI, j'y vais. Donc, c'est moins le cas. Alors après, ce qu'ils disent aussi, c'est quelque chose autour des choix qu'ils font justement en termes de personnes lorsqu'ils recrutent quelqu'un. Ils prennent en compte beaucoup plus apparemment le savoir-être, la curiosité, la prise d'initiative, plus maintenant, du moins c'est la tendance, plus que juste le diplôme. Ça ne veut pas dire que les diplômes ne sont plus tenus en compte, bien entendu, mais
Il y a d'autres critères qui, pour les recruteurs, commencent à devenir plus importants. Savoir-être, donc soft skills, curiosité, prise d'initiative. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, à reconnaître, parce que ça autorise aussi, plus de choix pour vous. C'est-à-dire ce que l'on a évoqué tout à l'heure, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant pourquoi pas faire pendant un an un projet de recherche ou un tel ou tel type de job parce que je fais une parenthèse pendant un an en vue de soit me former, soit de je ne sais quoi. Eh bien, ça aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu. Une prise d'initiative, même tour du monde, hein, ça c'est le truc un peu classique. Ben, aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu maintenant, complètement reconnu comme étant à la fois... c'est bien, il y a des petits pop-up pour nous réveiller dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus pris en compte aujourd'hui parce que, en effet, ben, ça permet de montrer une certaine curiosité, ça permet de valoriser une prise d'initiative, ça permet de valoriser toute une acquisition de savoir-être en termes de savoir-être, de comportement, d'adaptabilité, d'adaptation au changement, enfin, etc. Donc, en effet, ça devient important dans les critères de recrutement. On sait qu'en France, ces critères-là étaient beaucoup moins valorisés il y a quelques années. Ces critères-là sont beaucoup plus valorisés aussi dans certains pays, comme en UK par exemple, où ces critères-là sont beaucoup plus valorisés, même encore plus qu'en France. Donc, ça autorise aussi de faire des premiers choix, des choix de premier job qui sont un peu différents, et c'est OK, et c'est même valorisé. Alors, voilà, plusieurs carrières sont possibles. Donc ça fait un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'on disait sur le premier emploi n'est pas déterminant. C'est-à-dire, on peut très bien avoir 2 chemins professionnels qui s'enchaînent dans 2 domaines différents, secteur, fonction, métier. Et pour peu qu'on aille au bout de son projet, ben, c'est possible. Voilà. Et l'essentiel pour changer, ben, effectivement, ils reprennent aussi ce que je disais tout à l'heure. Dans cette enquête-là, les recruteurs, effectivement, disent que l'important, finalement, et ça rejoint le fait que le premier emploi n'est pas déterminant forcément, l'essentiel pour changer, c'est de pouvoir développer et justifier pourquoi on a fait ça, en fait. C'est surtout ça. Et de pouvoir éventuellement le justifier même a posteriori. Même si ce n'était pas forcément justifié a priori. Mais en tout cas, a posteriori, plus vous aurez justifié pourquoi ce premier emploi, d'accord, plus vous arriverez à ensuite changer de voie, plus ou moins, hein, pas forcément à 180 degrés, mais plus vous arriverez à évoluer vers autre chose. Et donc, c'est bien pour ça que ce premier emploi, à ce moment-là, on voit bien à quel point il peut ne pas être déterminant. Par contre, si on se laisse complètement emporter, qu'on ne sait pas vers quoi on veut aller, qu'on subit en fait le marché, ben là, oui, en effet, le premier emploi va être déterminant. Oui, c'est sûr. Si on se laisse emporter et qu'on se laisse, je dirais qu'on reste en mode passif, oui, le premier emploi, là, il est déterminant. D'accord ? Il vous emmènera là, puis au bout de 3 ans, les recruteurs vont vous appeler pour dire bah, « vous avez fait ça, donc nous, vous nous intéressez pour faire la même chose ailleurs hein ». J'ai un exemple comme ça d'une jeune diplômée qui avait fait du droit, elle avait un doctorat, etc., brillant diplôme en droit, et elle a commencé à être embauchée, jeune juriste, hein, dans un secteur d'activité qui ne lui plaisait pas trop. Mais son critère numéro 1, c'était mettre en pratique mes compétences. Hein. Donc elle a été embauchée dans une grosse SS2I, Accenture pour ne pas les nommer. Donc parfait, elle s'est beaucoup épanouie là, elle a fait un super job pendant 3 ans avec des missions à l'international, en France. Donc un job qui répondait parfaitement à ses critères en termes de compétences, développement de compétences, promotion au bout de 2 ans, etc. Et au bout de 3 ans, elle a commencé à être appelée beaucoup par toutes les SS2I de Paris
pour devenir juriste chez eux, en fait. Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'il fallait vite qu'elle change de secteur, parce que ce n'était pas du tout son secteur de prédilection. C'est-à-dire, elle avait pris le job en disant « Mon critère numéro 1 n'est pas le secteur. Mon critère numéro 1, c'est valider mon diplôme, valider et acquérir de nouvelles compétences et mettre en pratique mes compétences. » Ok, c'était ça son critère. Donc, Accenture, ça aurait pu être Danone ou General Electric, ça lui était égal. Sauf qu'au bout de 3 ans, en effet, là, elle a compris que si elle restait encore un deuxième job ailleurs dans une SS2I, là, elle avait l'étiquette juriste et directeur juridique dans une entreprise SS2I. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Donc, elle a fait un switch où elle a profité de ses compétences en disant « Bon, voilà, j'ai toutes les bonnes compétences ». Et elle a évolué dans un autre secteur qui était plus en conformité avec ses choix du moment. D'accord ? Donc, en conclusion, vous aurez compris que la réflexion préalable est importante. Réfléchir à son projet, poser son projet sous forme de 2 ou 3 projets possibles. Identifier vos critères de choix. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le secteur? Est-ce que c'est l'ambiance de travail? Est-ce que c'est... Je confère tous les critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Gardez en tête votre plan. Alors là, j'ai appelé ça plutôt vos ambitions et vos objectifs pour la suite. Où est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans ou 10 ans? Mais 5 ans, ça me paraît être assez possible d'y réfléchir. Où est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans? Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Donc d'essayer de vous faire de réfléchir en tout cas à un petit rétro-planning. Et puis comment savoir quand j'aurai atteint mon objectif? Donc de faire des petits points de temps en temps sur est-ce que je suis toujours, c'est comme le GPS, quoi. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction ou est-ce que je mets une étape là, supplémentaire? Donc comment est-ce que je vais savoir que je me dirige bien vers ce que je veux faire dans 5 ans? Ça, c'est vraiment la réflexion gestion de carrière qui est utile, quoi. Et puis, j'ai mis en conclusion, faites-vous confiance, c'est-à-dire faites confiance aussi à ce que vous sentez quand même, une fois qu'on a dit tout ça, une fois que vous avez identifié vos critères, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et une fois que vous aurez eu tout ça en tête, faites-vous confiance et en ayant en tête que le premier job, c'est pas non plus l'engagement de toute votre vie, quoi. Et ce sera... Plus il sera, en tout cas ce premier emploi, plus il sera en conformité avec vos critères, avec ce que vous avez envie de faire à la sortie de l'école, avec votre diplôme, et avec ce que vous avez un peu anticipé par la suite, plus il sera, plus il sera conscientisé, voilà, c'est ça que je veux dire, plus ce sera facile de changer pour n'importe quoi par la suite. Donc, ou de rester dans un job qui sera déterminant parce que c'est votre voie dès le début, je commence par le conseil et je veux faire du conseil toute ma vie, pourquoi pas. Donc, mais en tout cas, plus il sera conscient, ce premier choix, meilleur ce sera pour la suite, je dirais, parce que vous pourrez expliquer pourquoi ce premier choix. Voilà. Et peut-être pourquoi, voilà, quel que soit le premier choix que vous aurez fait. Donc, c'est pour ça que je dis faites-vous confiance, parce que malgré tout, il n'y a pas de déterminisme au point de se dire « Ouh là là, stress maximum, ce que je choisis là, ça va être pour 10 ans. » Non. Mais ça ne veut pas dire je vais n'importe où, ça veut dire j'y réfléchis, j'anticipe, je prends conscience de ce que je veux dans 5 ans, où est-ce que j'ai envie d'être. Ok, j'ai fait mes choix parce que 1, 2, 3, 4, ok, c'est clair.